and sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. J'adore votre style. J'ai fait péter le blazer, dis donc. Bonjour à tous, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Quel bonheur de vous retrouver chaque matin sur France 2 avec Sarah Cadour, Arnaud Loquet, le public. Alors, je vous annonce que nous allons évoquer ce matin mon sujet préféré. C'est devenu presque une obsession, en tout cas c'est une passion. Est-ce que vous saviez que s'occuper de nos intestins dès le plus jeune âge, c'est se garantir une longévité de vie et un ralentissement du vieillissement en repoussant nos rides le plus tard possible. Wow. Bisous, entre autres. Hein. Parce que je vais vous dire, la magie de l'intestin, cet organe, c'est simple, j'ai l'impression que j'en suis un. Je suis un intestin. Le programme ce matin, pour mieux comprendre les micro-organismes qui vivent dans notre intestin, des chercheurs français ont lancé une grande enquête participative. Le French Gut, des milliers de volontaires y prennent part pour aider la science à mieux connaître le microbiote des Français. Ça va nous aider à aller de mieux en mieux. Et si en prenant soin du microbiote de nos intestins, on repoussait l'apparition de nos premières rides? Vous avez bien entendu. C'est le médecin William Bérébi, gastro-entérologue, qui nous l'affirme. Et avant de voir les bénéfices d'un microbiote en bonne santé, qu'est-ce que le microbiote? Ah, bah déjà, pour nous en parler, j'accueille notre médecin tout-terrain, Abigail Déby. Bonjour Abigail. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, le microbiote, on parle de quoi quand on parle de ça? Parce que c'est vrai que c'est un peu tout et son contraire. Le microbiote, c'est vraiment fascinant. En fait, c'est l'ensemble des micro-organismes vivants qui vivent en harmonie, en symbiose avec nous. Donc, c'est des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et quand tout va bien, ça nous aide effectivement à rester en bonne santé. Alors, on n'en a pas qu'au niveau du tube digestif, il y en a au niveau de la peau, de la bouche, du vagin pour les femmes, etc. Et c'est vraiment un continent encore inexploré, fascinant, qui offre des pistes de réflexion et d'espoir pour le traitement de certaines maladies, pour la compréhension de certains symptômes. Il y a l'axe intestin-cerveau aussi, qui est fascinant. La transplantation fécale, qui offre aussi, pareil, des perspectives thérapeutiques immenses, notamment pour certains cancers. Il faut comprendre qu'on est fait au moins autant de bactéries que de cellules. Alors souvent, on entend ce chiffre de 10 fois plus de bactéries que de cellules. En fait, on n'en sait pas vraiment, on ne sait pas extrêmement précisément, mais ce qui est sûr, c'est que c'est fondamental et que c'est comme si on avait découvert de nouvelles planètes quelque part. Oui, c'est vraiment, vous l'avez dit, des espoirs thérapeutiques énormes. Sarah, Oui. alors vous rencontrez les Français chaque jour, hein, et j'imagine que là, ils étaient tellement contents de parler de leur microbiote, enfin de leur intestin en général. Ils étaient émus. Oui. Et d'ailleurs, je les ai aidés ce matin à prendre soin de leur intestin. Je leur ai proposé de faire un lavement. Tellement généreux Voilà. de votre part. Regardez. J'arrive tout de suite, je vais me faire Oui. mon petit lavement tous les matins avant de commencer. J'ai envie d'aller aux toilettes aussi. Il y a des toilettes. Ouais, il y a les toilettes là-bas. Tu veux faire un lavement aussi avec moi? Donc quoi faire? Bah, ça purifie les intestins en fait. Tu te laves, enfin je te fais pas de Oui, dessin. d'accord. T'appuies Ah, comme ouais. ça et bam là tout sort et les intestins sont Ah libérés. Bah, sinon viens, je te montre. Au moins tu vois comment ça. Et il veut cadrer. Bah, il attend. Tu vas voir, ça va bien se passer. C'est génial. Ah non, après la petite marche vers le lavement m'a énormément plu. On pourrait en faire un séminaire de groupe pour la cohésion. Mais oui, mais oui. Parce que- Mais d'ailleurs, le public, vous avez votre petite poire, j'imagine. Oui, un bon petit déjeuner à vous, téléspectateurs. Alors, on accueille Séverine aujourd'hui qui est avec nous. Depuis toujours, Séverine, vous me disiez... Vous faites tout des à l'heure- lavements. Oui, exactement. Vous adorez ça. Le stress et l'angoisse, vous, ça passe directement par votre ventre. Ça, vous l'avez vu depuis que vous êtes toute petite. Et là, vous n'allez pas être toute seule parce que vous m'avez dit qu'avant chaque examen, quand vous étiez notamment au collège ou au lycée, il y avait un passage par les toilettes qui était très, très fréquent parce que le stress montait. Sauf que l'année dernière, vous avez eu un événement personnel dont vous allez nous parler tout à l'heure qui a complètement déréglé votre intestin. Et ça s'est traduit par des douleurs, vous disiez des ventres ballonnés, des selles plusieurs fois par jour. Vous êtes posé plein de questions et vous vous demandez si ce n'est pas le microbiote aussi qui a un petit rôle dans tout ça. Donc je pense que vous êtes au bon endroit pour avoir plein de réponses à vos questions. Allez, vous inquiétez pas, Séverine. Normalement, à la fin de cette émission, vous repartirez avec un microbiote au topasse. Enfin, en tout cas, tous les conseils pour y accéder. Alors, si, comme Séverine, vous souhaitez venir témoigner, poser vos questions, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble. Il y a une adresse mail aussi qui s'affiche sur l'écran. Vous nous envoyez un message et vous voilà, hop, dans le public. On sera ravis de vous rencontrer. Séverine vous attend, ma chère Sarah. Est-ce que des intestins en bonne santé, c'est la garantie
de l'éternelle jeunesse. Quels sont les secrets d'un bon microbiote? On y répond tout de suite. Sarah, j'imagine que vous êtes allée vérifier que le microbiote du public va très bien. Vous nourrissez même le public. Il va très bien grâce à cette banane. Donc voilà, ils prennent soin de leur microbiote. Super. On va voir ce qu'en pensent les Français. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Ouais. Pensez-vous que pour bien vieillir, il faut faire attention à ce que l'on mange? Ah oui, j'en suis convaincue. Ça aide vraiment à mieux vivre quand on vieillit. Quand vous arrivez vers la quarantaine, faut plus aller vers le poisson, des aliments beaucoup plus sains que les fast-foods qu'on a l'habitude parce qu'on n'a pas le temps. En général, qu'est-ce qui fait du mal à vos intestins? Il aime pas le gras Quand il y a trop de sauce, on arrive à un âge, à un moment où tout ce qui est lourd comme ça passe plus. et il aime pas la charcuterie et trop de sucreries. Tout ce que j'aime. 5 minutes sur l'estomac, 10 minutes 10 ans sur les hanches. Alors en général, c'est quoi, vous, vos petits soucis intestinaux? Souvent, c'est le stress qui me donne des soucis, qui me fait des misères, éventuellement des diarrhées. Clairement des ballonnements et j'ai le ventre, il est dur, mais parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de gaz. Évacuez dans ces cas-là. Allez-y, mettez-vous sur le côté. On dit aussi parfois que certaines postures peuvent améliorer le transit. Est-ce que vous y croyez? Je pense, mais je ne les connais pas. Moi, je connais des techniques qui viennent tout droit de Bulgarie. C'est nouveau. Et on va les faire ensemble. C'est la position de l'aigle royal enfariné. Et on fait comme ça. Et là, on appuie sur le ventre jusqu'à ce que ça sorte. Vous sentez que ça vient ou pas? Oui. Bah oui, il faut appuyer fort. Ça vient. Moi, ça vient, j'arrive, je vais aux toilettes. Le problème, c'est que Séverine, qui a vraiment des problèmes de ventre, elle y croit à votre méthode bulgare. À ne pas reproduire à À la ne maison. pas reproduire, c'est faux, évidemment. C'est quoi? C'est la enfariné? Position de l'aigle enfariné. C'est ça. Ouais. Voilà, ne testez pas ça chez vous. En revanche, on va vous donner plein de vrais conseils. Séverine, vous n'êtes pas la seule à dire que le stress a un véritable impact sur vos intestins. L'année dernière, vous avez eu une grosse période de stress et vous l'avez senti sur vos intestins. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Du coup, je suis mère célibataire, 2 enfants, et je gardais la maison d'amis qui sont partis vivre à l'étranger. Ils devaient y rester assez longtemps et malheureusement, en février dernier, ils m'annoncent qu'ils reviennent tout de suite. Donc là, gros Vous vous stress, retrouvez sans toit. angoisse. Voilà, je me dis, mince, je vais me retrouver à la rue, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 2 enfants. Donc je suis allée, j'ai fait toute la paperasse, etc., tout ce qu'il fallait à faire. Et dès que c'était fait, que j'avais réglé, voilà, monter le dossier, chercher des appartes, etc. Et le fait d'attendre des réponses, d'être dans l'attente tout le temps, donc le stress reste toujours en fait en haut, ça redescend pas. Et là, à un moment donné, je commence à avoir mal au ventre. Je commence à avoir que je suis ballonnée. J'ai hyper mal au ventre, des selles toute la journée, hyper liquide. Donc, pas cool, quoi. Pourtant, j'avais pas changé mon alimentation, je buvais pas plus d'alcool que ça, etc. Ouais, c'est vraiment juste la seule chose qui avait changé, c'était le stress. C'était le stress, voilà. C'était cet épisode qui a vraiment... mais sur le moment, je pensais pas que c'était ça. Donc, je vais consulter. Du coup, je vais voir ma généraliste. Je parle de mon problème de ventre. Elle me donne des médicaments. Elle me dit en 1 semaine, ça va passer. Pas du tout. Ça me faisait aucun effet. Toujours mal au ventre, etc. Donc là, je me dis, je vais voir ma psychiatre. Et là, ma psychiatre, elle me dit, oui, bah, c'est le stress. C'est un grand Stress, classique. Hein. l'angoisse. Elle me dit, ça prend au triple. L'expression de ça prend au Oui. triple. Du coup, j'ai dit, ah bah voilà, ok. Donc, vous nous avez expliqué tout à l'heure, Abigail, ce qu'est le microbiote. C'est un véritable petit monde vivant en tant que tel. Il y a des milliards de micro-organismes, surtout des bactéries. Et c'est vrai qu'avec l'âge, cet écosystème, il a tendance à s'appauvrir, donc à se fragiliser. Alors, pour Séverine, au-delà de l'alimentation, quels sont les grands facteurs de notre mode de vie qui peuvent le perturber, ce microbiote? Parce que si on est aussi sensible avec le stress, il faut peut-être essayer au moins de se sécuriser à côté. Il faut faire quelques rappels quand même. Dire que la composition de notre microbiote, c'est comme une sorte de carte d'identité bactérienne, ou en tout cas microbiotique, on va dire, qui est propre à chacun. Et c'est vrai que la composition du microbiote, elle est relativement stable à partir de l'âge de 2-3 ans. Le fait d'avoir été accouché par voie basse, d'avoir bénéficié éventuellement de l'allaitement, de ne pas avoir pris d'antibiotiques trop précocement dans sa vie, ça, c'est des facteurs vraiment au tout début de la vie qui vont avoir une influence. Mais c'est vrai que le mode de vie joue énormément. La prise de médicaments, c'est très important. La prise d'antibiotiques, on sait que les antibiotiques, effectivement, ils vont tuer des bactéries pathogènes, mais ils vont aussi
parfois détruire certaines bactéries dont on a besoin pour être en bonne santé, tout simplement. Et puis après, il y a l'alimentation qui joue beaucoup. Les bactéries, elles aiment beaucoup les fibres. Donc si on a une alimentation qui n'est pas assez riche en fibres, ça va perturber à la fois le transit, mais aussi le fonctionnement de notre microbiote. Dernier point essentiel qui ressort dans votre témoignage, c'est le lien entre santé mentale, stress, sommeil, anxiété, humeur d'une façon générale, et microbiote dans une sorte de dialogue bilatéral. L'axe intestin-cerveau, c'est le cerveau qui joue sur nos fonctions digestives, mais aussi le microbiote qui, quand il fonctionne bien, va nous aider aussi à aller mieux sur tous les plans psychologiques et physiques. Moi, à force de parler de microbiote dans cette émission, on a beaucoup parlé du nerf vague aussi, qui a quand même un grand rôle à jouer et dans la digestion et dans le stress, Abigail. Oui, tout à fait. Alors, si vraiment on traverse une grosse période de stress, c'est vrai qu'on peut chercher des petits exercices simples qu'on peut faire tout au long de la journée, dès qu'on a un petit moment, des choses qui ne sont pas trop contraignantes, parce que quand on est déjà mère célibataire, qu'on a du travail et de la charge mentale, on ne peut pas forcément aller faire des séances de relaxation, de la méditation, du yoga, etc. Donc juste peut-être travailler, par exemple, des exercices de respiration très simples, inspirer par le nez pendant 4 secondes, expirer, parce que le fait d'avoir une expiration longue pendant plus de 6 secondes, eh ben ça va être un véritable signal pour notre nerf vague. Vraiment, ça va activer notre système de l'apaisement, le système parasympathique, et donc on va se mettre tout de suite à être beaucoup moins stressé. Donc on peut faire ça, inspirer sur 4 secondes, expirer sur 6 secondes, on répète ça pendant 2-3 minutes, et là on va sentir que tout se relâche chez nous. Et puis, on peut aussi faire notre exercice que moi, je vais bien aimer. Abigail, avant que vous alliez sur l'autre exercice, moi, ce que je voudrais bien, c'est que dans le public et les téléspectateurs, vous nous guidiez et on se fait, 2-3 respirations bien comme il faut, sachant que c'est bien de le faire 5 minutes. On y va ? 5 minutes, allez, on y va. Alors, on Donc, inspire sur 4. par le nez. 1, 2, 3, 4. Et on expire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on fait ça 5 minutes 3 fois par jour, on est au top. Si on le fait une fois, c'est déjà bien. 2 fois, fantastique. Tout à fait. Voilà. Et donc là, ça a vraiment un impact sur le stress. Et alors, le deuxième exercice. Le deuxième exercice, forcément, il va nous faire plaisir. C'est chanter, mais chanter à bouche fermée, parce qu'en fait, les vibrations sonores vont activer aussi le nerf vague. Donc, on peut le faire. Vous voulez le faire ? Voilà. Voilà, c'est un peu la cacophonie, du coup, c'est un peu stressé. Mais moi, à bouche fermée, parce que c'est vraiment les vibrations sonores qui vont activer le nerf vague. Mais en tout cas, tout ce qui va permettre de façon plus sérieuse, c'est vraiment gérer son stress. On sait que vraiment, c'est vraiment bilatéral. Moins on est stressé, plus notre système digestif fonctionne bien. Et plus on gère aussi son microbiote par l'alimentation, etc., plus on sait aussi que ça va avoir un impact très important sur l'anxiété, les performances cognitives, les troubles de l'humeur d'une façon générale, le sommeil et vraiment notre bien-être. C'est très, très important de comprendre ça. Alors, vous ne savez pas que Abigail est médecin, urgentiste, mais elle est aussi chanteuse. C'est vrai. Et donc, vous allez être obligée de nous chanter une petite chanson maintenant. À bouche fermée, je suis obligée Là, j'aimerais bien que vous l'ouvriez, parce que faites-le bouche fermée et après, vous ouvrez, vous terminez avec la bouche ouverte, tellement vous avez une jolie voix. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous Le générique de l'émission. When a hologram, I wanna sting and aim a night. Non, mais je vais vous chanter. En fait, effectivement, je fais partie. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis entrée dans cette émission, parce que j'avais été invitée avec mon groupe qui s'appelle Les Soignantes, et qui était en finale de la France un incroyable talent, et on a été invités dans la version hebdomadaire de Bel et Bien. Et donc, notre premier single, c'était la chanson de Sia qui s'appelle Unstoppable. Ah oui. Alors. C'est ça? I'm unstoppable. I'm a Porsche with no break. I'm invincible. On l'accompagne I win bouche fermée. every single game. Ça ira, non? Abigail, quand on a des ballonnements, quand on a des gaz, de la constipation, c'est très très fréquent, surtout chez les femmes. Je suis sûre que là, si j'interroge le public, levez la main, sans dire ce que vous avez vraiment, les femmes qui ont des problèmes justement dans le public de... Voilà, c'est lié à ça. Ok, donc quasiment toutes les gonzesses. Et les garçons? Bah oui. Bon, oui, c'est moins. Hein. Ah si, quand même. Bon, ça me rassure. Est-ce que ça relève d'un déséquilibre du microbiote, ça, ces symptômes-là, les gaz, les ballonnements? Alors, ça peut. Maintenant, la difficulté, c'est qu'à ce jour, il n'existe pas de test homologué, fiable, validé scientifiquement, qui permettrait, en analysant le microbiote, de le relier de façon certaine
à certains symptômes digestifs, ballonnements, troubles du transit, douleurs, etc. Donc vraiment, attention, parce qu'on voit beaucoup de choses circuler, notamment sur les réseaux. Il y a beaucoup de faiseurs de miracles qui vous promettent des choses. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas une influence, mais aujourd'hui, c'est encore à l'étude, même s'il y a plein de découvertes scientifiques qui sont faites, et sûrement dans les années qui viennent, ça va changer. Donc oui, ça peut être lié. Maintenant, notamment quand on est en période, quand on passe 50 ans, pour les femmes, quand on est aussi en périménopause et ménopause, il peut y avoir des troubles digestifs aussi. Il ne faut vraiment pas banaliser ces symptômes, et il faut quand même consulter avant de penser à un problème uniquement de dysbiose. Si on a des douleurs abdominales, si on a un changement dans son transit, si on a des ballonnements, si on perd du poids de façon inexpliquée, si on a du sang dans les selles, etc., évidemment, il faut d'abord consulter un médecin, plus ou moins un gastro-entérologue, et faire des examens pour voir s'il ne s'agit pas d'une pathologie qu'on peut traiter avec d'autres moyens. Ça n'empêchera jamais de prendre soin de son microbiote. C'est bon pour tout le monde de faire Oui, ça. Donc, quoi qu'il en soit, qu'on soit tout le en monde... bonne santé ou qu'on souffre d'une quelconque pathologie. Voilà, moi je vous invite vraiment, vous qui nous regardez, même si vous n'avez aucun problème, à absorber les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui. Séverine, on n'a pas fini évidemment avec votre microbiote. On continue à vous donner des conseils, des astuces concrètes. Pour retrouver tous les conseils bien-être d'Abigail, de nos experts, vous avez les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble. Est-ce que vous le saviez, dans la plupart des pays, il y a des chercheurs qui cartographient le microbiote de leurs concitoyens. C'est dingue, parce qu'en fonction de nos modes de vie, on n'a pas le même microbiote d'un territoire à l'autre, c'est normal. On n'a pas la même épigénétique, la même façon de se nourrir. Arnaud, en France, il y a une grande étude participative qui s'appelle le French Gut, qui veut en savoir plus sur le microbiote des Français particulièrement. Et elle a déjà 3 ans, cette étude nationale. Alors French Gut, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement la traduction du microbiote français. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va collecter les selles de Français qui sont volontaires. C'est quand même hyper important de dire ça aussi. Je rebondis sur ce que vous disiez, Abigail, c'est vraiment pour cartographier le microbiote. Ce qui est hyper important, c'est de retenir que l'objectif, c'est de comprendre le lien entre intestin, mode de vie et tout type de maladie et de maladies chroniques. Regardez. Pour comprendre comment une collecte nationale de matière fécale pourrait nous soigner, j'ai envoyé Katia visiter l'INRAE. C'est l'Institut national de recherche pour l'alimentation à Jouy-en-Josas. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Katia, enchantée. Alors, je suis où là ? Ici, vous êtes au cœur du projet Le French Gut et je vous amène visiter les labos. Allez, alors Anne-Sophie, racontez-moi. French Gut, c'est quoi ? C'est un projet qui a pour objectif de mieux prévenir et aider la médecine à mieux soigner les maladies chroniques, comme le diabète, l'obésité, les cancers, les maladies inflammatoires intestinales, mais aussi cardiovasculaires, et également tout ce qui touche le cerveau. Si j'ai bien compris, les gens donnent un petit peu de leur sel pour faire avancer la médecine. Effectivement, c'est par les selles en fait qu'on va étudier le microbiote intestinal. Donc pour participer, c'est très simple et tout se fait de la maison. Il y a un petit tube qui contient le liquide de conservation. Donc le participant va faire son petit prélèvement, puis éjecter en fait la tête de l'échantillon à l'intérieur du tube qui contient le liquide et qui va conserver l'échantillon de sel jusqu'à son arrivée ici. Et ces échantillons deviennent alors une mine d'informations pour les scientifiques. Le microbiote, en fait, c'est vraiment un acteur clé de notre santé. On a à peu près 300 espèces bactériennes dans nos intestins, ce qui représente 50 000 milliards de micro-organismes. Et en fait, c'est quand il y a une altération du microbiote, on va du coup moins bien digérer, avoir des troubles digestifs, un peu plus de fatigue. Le corps, en fait, les paramètres humains vont être un peu altérés et c'est là qu'en fait, on risque de développer des maladies chroniques. Katia a pu visiter le laboratoire, bien équipé évidemment, car je vous rappelle qu'on étudie des bactéries. Première étape, le stockage avec Marine Gilles. C'est là où on réceptionne les échantillons et c'est là aussi où on extrait l'ADN bactérien. C'est tout le mur que vous voyez là, qui est notre grand congélateur qu'on appelle aussi notre cacatec. Cacatec, j'adore. Actuellement, il y a 37 500 échantillons de sel du projet Le French Gut à moins 70 degrés pour garder une bonne conservation en fait des bactéries présentes dans les échantillons, notamment de l'ADN. L'objectif, c'est 100 000 échantillons d'ici 2029. Donc, on a encore besoin de monde pour participer au projet. Et pour continuer sa collecte nationale et atteindre les 100 000 échantillons attendus, French Gut peut compter sur ses ambassadeurs.
Saviez-vous que votre caca peut permettre de trouver des solutions à des maladies comme le diabète, l'obésité, le cancer ou même l'autisme, voire Alzheimer? Et ça, c'est grâce à vous et c'est grâce à votre caca. Vous tapez sur frenchgut.fr sur votre ordinateur, vous vous inscrivez et vous allez sauver le monde. Tous ces échantillons sont analysés en laboratoire. Les chercheurs en extraient les bactéries pour étudier leur ADN. L'objectif, cartographier le microbiote des Français et comprendre comment nos modes de vie peuvent l'influencer. Le directeur scientifique Patrick Vega dresse un premier bilan. Il y a très peu d'études équivalentes à celles du French Gut dans le monde. Donc on fait partie des privilégiés qui ont la chance de pouvoir travailler sur autant de données avec des participants qui sont généreux et qui nous offrent de plus en plus d'échantillons à analyser. Et on commence à voir aujourd'hui 3 grands groupes de microbiotes. C'est un peu comme le groupe sanguin. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains de ces groupes sont associés à une altération de la santé. Un d'entre eux, par exemple, est associé à une prise accrue d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. On voit effectivement ce lien entre le stress, la santé digestive, le microbiote intestinal. On le voit émerger dans les données du French Gut. Moi, je suis volontaire, Arnaud. Justement, c'est important ce que vous dites parce que, évidemment, plus il y aura de volontaires, plus la recherche avancera. Et n'hésitez pas à participer à cette étude parce que vous allez contribuer à votre... On a le droit. Oui, mais... Mais après, est-ce qu'il faut une analyse gratos? Alors ça, je ne sais pas. Mais vous pourrez vous renseigner. Mais ce qu'il y a, c'est que surtout, il manque des hommes. Parce que c'est essentiellement... Car 70% des dons viennent des femmes. Eh bien oui, parce qu'on est plus généreuse. Messieurs, bougez-vous. Et là, je ne peux que... Je ne peux pas m'approprier cette citation qui restera dans l'histoire. C'est Florent Caruana, notre rédacteur en chef, qui a eu ces mots. L'objectif, c'est une petite poussée pour l'homme, un grand pas pour le microbiote. Et Moi, ça m'a mis les poils. Et vous comprenez pourquoi c'est le cerveau de cette émission. Florent te rend hommage ce matin, puisque c'est lui qui pense à tout, qui écrit tout. Et c'est lui, d'ailleurs, peut-être qui me permettra un jour, mon rêve, une greffe fécale. Merci beaucoup, Arnaud. On va pousser un peu, sans mauvais jeu de mots, notre réflexion jusque dans les toilettes, avec la question qu'on n'a pas vu venir de Stan Gusman. Aïe, 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 j'ai une confession à vous faire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Avant, mon transit était réglé comme une montre suisse. Au réveil, à 7h10 pétante, je montais sur le trône. Mon rêve. Quelles que soient les conditions climatiques. Ah oui, c'était très intime ce que je vais vous raconter, mais si je vous en parle, c'est que depuis, je dors mal. Bref, depuis lui, là, non, mon bébé. cette mignonnerie sans nom, eh bien, mon transit est bouché, comme la 6, un 15 août. Ça klaxonne, ça pousse, mais ça n'avance pas. Coïncidence? Je ne pense pas. Voilà pourquoi je m'interroge. Est-ce que mon manque de sommeil a un lien avec l'état désastreux de mon microbiote intestinal? Eh bien, figurez-vous que oui. Parce que pendant qu'on dort, notre ventre fait des heures sup. La nuit, notre intestin, il digère ce qu'on a mangé, il répare sa muqueuse, il régule ses bonnes bactéries. En gros, quand on roupille, notre microbiote intestinal se remet à niveau. À l'inverse, quand vous dormez mal à cause de ça... Oh. Ah ouais, vous connaissez. Eh bien, le stress augmente, l'inflammation aussi, et le transit ralentit. Comme le disent les inconnus, c'est le mimi, c'est le rara, c'est la... Exactement, c'est la mémerde. C'est un cercle vicieux qui s'enclenche. Le manque de sommeil dérègle votre microbiote. Vous ne produisez plus les hormones du sommeil et de la satiété. Résultat, fringales et malbouffe avec sucre et gras en excès. Tout ce qui abîme encore un peu plus votre intestin pour un repos toujours plus perturbé. C'est terrible. Voilà pourquoi à la maison, je passe des heures à scroller aux toilettes. Abigail, c'est que le souci, c'est ma chérie, en fait, elle pense que je me barricade dans les WC pour échapper à mes obligations de père, alors que pas du tout. Pas du tout. Elle nous regarde, je vous en supplie, sauvez mon couple. Dites-lui que je ne fuis pas. J'attends juste Godot à cause d'un manque de sommeil. C'est vrai. Non mais oui. dites-lui. Oui, c'est vrai. Vous avez déjà tout résumé physiologiquement sur l'importance du sommeil pour le microbiote et inversement. En fait, c'est vraiment l'axe intestin-cerveau. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que grâce aux bactéries du microbiote, en fait, on va produire. C'est vraiment dans le système digestif que vont être, en tout cas, produits les précurseurs de plein de neurotransmetteurs et d'hormones, notamment la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Et ça va aider aussi à produire la mélatonine, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, non, je vous défends sur ce... Ok, bon. Bravo, Stan. Je vais essayer d'aller dormir pour... Enfin, voilà, vous avez compris. Et oui. Si jamais vous me cherchez, vous savez où me trouver. Demain, voilà. vous nous appelez aux alentours de 7h. Si jamais ça a marché.
On espère que Stan ira à la selle. Oui. Ouais, on croise les doigts, mon Dieu. Alors maintenant, je vais accueillir quelqu'un qui défend une idée forte. Bien vieillir, ça serait pas une question de chance, mais de stratégie. Il est gastro-entérologue. Il est auteur de Vivez 100 ans grâce à votre microbiote chez HarperCollins. On accueille tout de suite le docteur William Bérébi. Bonjour, docteur. Bonjour, Agathe. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous racontez dans votre bouquin que certains centenaires garderaient un microbiote comparable à celui d'une personne de 20 ans et que bien vieillir, en fait, c'est une stratégie. Alors qu'on pourrait penser que c'est qu'une question de génétique, qu'est-ce que ça change dans notre manière d'appréhender le vieillissement? C'est une révolution, ce que vous dites. C'est une révolution, c'est un changement de paradigme. En fait, on a découvert en 2020 que les personnes centenaires ou supercentenaires avaient un microbiote de jeunes. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir moins variés à 65-70 ans, ils gardaient le microbiote de personnes de 20 ans. Donc c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre. Et en fait, avant, on pensait qu'effectivement, c'était les gènes de centenaires, etc., qui permettaient de vivre longtemps. En fait, on sait qu'aujourd'hui, les gènes eux-mêmes, donc ce qu'on a dans nos chromosomes, ne vont peser que pour 10% de notre destin santé et de notre longévité. Seulement 10%. Seulement 10%. Mais ça remonte le moral, parce qu'il y a des familles dont on se dit, tiens, les personnes meurent jeunes, et en fait, on peut inverser cette tendance grâce à l'épigénétique. Complètement. C'est-à-dire que l'épigénétique, c'est les gènes qui sont modulables, en fait. Il y a une partie des gènes modulables dans toutes les cellules, et selon l'alimentation, l'activité physique, etc., on va moduler cette partie-là, qui est l'épigénome. Il y a le génome et l'épigénome, et on va pouvoir jouer également sur, bien sûr, le microbiote intestinal pour le garder jeune. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Apparemment, ça inspire Sarah. Oui, ça m'inspire et ça inspire surtout Margot, qui a une question pour vous, docteur. Oui. Oui. J'ai une question notamment. Est-ce que le microbiote a un impact sur la peau, sur l'apparition des rides, le vieillissement? Oui, tout à fait. Alors, la peau reflète bien l'âge, d'ailleurs, d'une personne. Il y a une bonne chronologie et une bonne concordance. Alors, quand il y a un déséquilibre du microbiote, donc ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, à ce moment-là, il y a des substances inflammatoires qui vont être fabriquées par les bactéries. Et elles vont passer dans le sang, puis dans la peau, et ça va accélérer le vieillissement. Et on a découvert récemment une bactérie dont le nom est Moraxella oslosensis. Donc elle n'est pas sympa, celle-là. Elle n'est pas sympa, elle n'est pas sympa du tout, puisqu'elle va, on l'a identifiée en 2023, elle va dans la peau et elle mange le collagène et l'élastine. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ont une peau qui vieillit très vite. Et ça vient effectivement de l'intestin. C'est incroyable quand même. Après 50 ans, docteur, est-ce qu'il y a un réflexe que vous pourriez nous conseiller d'adopter pour ne pas laisser son microbiote se fragiliser, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, plus on vieillit, plus ça se fragilise. Exactement. Alors un réflexe immédiat, c'est de faire attention aux aliments ultra transformés. Alors, expliquez-nous ce qu'est un aliment ultra transformé. Ce sont tous les aliments, en gros, industriels, de la grande distribution. Tout ce qu'on ne trouve pas dans la nature, au fond. Voilà. Alors, sauf les produits laitiers. Un yaourt, c'est un yaourt, c'est du lait. Mais sinon, les gâteaux, les bonbons, même les pains en tranches avec des additifs, tout ça, on sait que c'est un ennemi absolu du microbiote intestinal et que ça va le déséquilibrer et favoriser le diabète, l'obésité et puis les maladies neurodégénératives et d'autres maladies comme la maladie de Crohn, par exemple. Donc ça, on le sait d'une façon claire, nette et précise. Et aujourd'hui, les industriels y mettent jusqu'à 12, 13 additifs, ce qui est un véritable scandale, en fait, de santé publique. C'est un scandale. Et le sucre. Et réduire le sucre. C'est ça. Qui est dedans. C'est pas l'ami du microbiote, le sucre. Alors, le sucre, si c'est peu, c'est-à-dire moins de 25 grammes, c'est le quota. C'est quoi 25 grammes? 25 grammes, c'est 4 gros sucres. Hein. Alors, il y a une évolution sur le Nutri-Score, mais qui n'est pas suffisante. Donc, j'invite tout le monde à télécharger une application et effectivement à scanner systématiquement les produits. Parce que là, vous allez voir la quantité de sucre, de gras, de graisse, mais surtout les additifs. C'est ça. Alors, s'il y a un additif ou deux sans dangerosité, ça passe. Mais des fois, il y en a 13, comme des paquets de gâteaux que j'ai identifiés récemment. Et donc ça, c'est scandaleux. Merci, docteur. Vous restez bien avec nous. On a plein de questions à vous poser. Alors, on a bien compris qu'il fallait nourrir son microbiote intelligemment. Mais il faut savoir aussi repérer les faux amis, parce qu'il y en a plein. C'est ce qu'on va voir avec Arnaud tout de suite. C'est la Happy Therapy. C'est idéal parce que je vais rebondir sur tout ce que vous venez de dire, docteur. C'est-à-dire qu'on peut tous se faire avoir entre... Souvent, il y a des emballages hyper colorés, hyper bien faits. Après, il y a quand même aussi, nous, par moment, des mauvaises habitudes qu'on peut avoir de consommation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu avec le public. Je vais vous montrer à chaque fois 2 aliments et vous allez me dire, selon vous,
Lequel est le meilleur pour le microbiote? Et docteur, les deux docteurs, vous allez valider chacun votre tour la réponse. On va commencer avec ces fruits. Alors là, on a une tranche de pastèque toute simple et une pomme. Quoi? Pastèque, pomme. Il y a Alors, des plus de pommes, j'ai l'impression. Docteur? Alors, oui, la pomme largement, puisque la pomme, il y a beaucoup de fibres. Vous avez 3 grammes pour 100 grammes dans une pomme. Il faut savoir que le plus important, c'est la peau. Donc, en fait, il faut prendre des pommes bio. Rouges, c'est très bien, puisqu'elles sont très riches en antioxydants. Et il faut bien les rincer. Mais il faut prendre des pommes bio, puisque vous avez 85% de pesticides en moins. Et vous avez la pectine dedans, et vous avez des antioxydants comme la quercétine. Et donc, la pomme, c'est un super aliment, en fait, pour la satiété, d'ailleurs, quand on veut perdre du poids, et puis pour le microbiote intestinal. Alors, deuxième fournée, on en parlait des packaging qui peuvent être un peu... Là, on voit le pain campagnard. Donc là, il y a un pain sans gluten et un pain bio. Bio, mon chou. Pain bio, oui. Le top, c'est le pain bio intégral, puisque c'est le blé dans sa totalité avec tous ses minéraux, ses vitamines, etc. Il faut le prendre bio, effectivement. Par contre, les pains sans gluten, alors le gluten, c'est une vraie niche de supercherie, si je puis dire. Alors, il y a les personnes... On pourrait faire une émission entière dessus. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a les intolérants au gluten, ça c'est à part, mais sinon, en fait, les produits avec du gluten, notamment les pains sans gluten, sont plus riches en additifs. Ils ajoutent du sucre et du gras et des additifs pour rendre le goût meilleur. Donc, en fait, les aliments sans gluten ne sont pas bons, en fait, pour la santé. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix, mais globalement, ça augmente, par exemple, le risque cardiovasculaire, les produits sans gluten. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète. Alors, ici... Là, on a une carotte, mais c'est valable pour tous les autres légumes. Le légume cru ou cuit? Alors, cuit. Cru ou cuit? Alors, cru, effectivement. Alors, il y a un peu plus de fibres, mais surtout, ce qui va se passer quand vous cuisez un légume, c'est que les prébiotiques, c'est-à-dire le fameux carburant des bactéries, va partir dans l'eau. Alors, si vous faites une soupe, vous les gardez. Mais si vous cuisez et qu'il y a de l'eau qui est évacuée, à ce moment-là, vous allez perdre une partie. Alors, il y a une astuce pour les consommer cuits, parce que c'est mieux digéré, et garder les prébiotiques, c'est cuisson courte, croquant. Vapeur, c'est la vapeur, exactement, ou bien sous forme de soupe. Et là, vous gardez à ce moment-là les prébiotiques. Ouais. Et en même temps, c'est plus facile à digérer. C'est ça. Alors là, faites gaffe, il y a un piège. Le cola 0 ou le cola normal, lequel est le moins mauvais? Si on peut poser la question comme ça. Normal. Je pense que le normal est le moins mauvais. Les deux sont pas bons, mais bon, j'irais normal. Alors, normal. Alors, le pire des deux, c'est le 0, évidemment. Alors, expliquez-nous, parce que nous, on se dit, il y a moins de sucre, c'est super. Voilà. Et tout alors, ça, c'est l'une des plus grandes supercheries du moment. Puisqu'en fait, dans les light, zéro sucre, soi-disant, vous avez de la saccharine. La saccharine, en fait, vous savez d'où ça vient? C'est fabriqué à partir du goudron. Et l'astuce qu'ils ont, c'est que dans ces sodas, il y a ce produit-là, il est 300 fois plus sucrant que le sucre de table. Donc vous devenez addict au sucre et vous achetez plus de paquets de gâteaux. Et contrairement à ce qu'il a été dit ou ce qui continue à être dit parfois, en fait, les produits light augmentent le risque de diabète et d'obésité, puisqu'ils vous rendent addict au sucre. Et comme ils perturbent toute l'horloge de fonctionnement de l'insuline, eh bien en fait, c'est diabétogène et ça entraîne l'obésité. Bon, en tout cas, on répétera jamais assez, docteur, qu'un bon microbiote, ça passe avant tout par une bonne alimentation. Vous avez parlé des fibres, il y a les légumineuses, les céréales, les fruits, les oléagineux. Donc si je change mon alimentation pour introduire tout ça dans mes repas, au bout de combien de temps je vais ressentir les effets positifs? Alors, il faut savoir que c'est jamais trop tard, puisque quand quelqu'un passe à l'alimentation végétale alors qu'il avait une alimentation plutôt déséquilibrée, s'il commence à 40 ans, il allonge son espérance de vie de 10 années. Quoi? De 10 années. Ouh là là, moi qui vais être centenaire, ça m'intéresse énormément. Voilà, et vous auriez raison. Et si vous commencez à 70 ans, si quelqu'un commence à 70 ans, c'est 5 années gagnées. Quand même. Et donc, en activant les leviers, les Power 10, donc les 10 leviers dont Gaëlle parlait tout à l'heure pour être centenaire, une femme aujourd'hui qui a 40 ans a une espérance de vie de 85. Donc, si elle active les leviers, elle gagne, et c'est démontré dans les études, 15 à 20 années de vie. Et donc, toute femme qui suivrait à la lettre les recommandations de 40 ans vivrait 100 ans. Quelle embellie, docteur Bérébi, mais quelle embellie! Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut appliquer tout ça vraiment très, très simplement au quotidien, et surtout sans renoncer au plaisir. Et c'est ce qu'on va voir avec
notre chef préféré, Louise Brion. Vous n'êtes pas prêt, docteur, je vous préviens. Voilà, on fait un petit jeu de chaise musicale parce que Héloïse est venue avec sa petite recette. Héloïse, qu'est-ce que vous avez prévu pour faire du bien à notre microbiote? Alors moi, j'ai beaucoup écouté tout ce qui a été dit par le docteur Bérébi, par Abigail, par vous. Ce matin, on a beaucoup parlé de fibres, de végétal, de simplicité. Donc je voulais vous proposer une tartine fraîche, Ouh là là, ça me plaît, printanière, qui va nous faire du bien, qui est très facile à faire à la maison. C'est toujours à notre portée, de hein, la sachez-le. ricotta et un mélange de fenouil et de radis assaisonné avec du cerfeuil. Oh là là là, c'est fantastique. En plus, c'est très beau. Alors, montrez-nous la recette si vous nous dites que c'est facile. Je vous montre en image tout de suite. Alors déjà, vous avez choisi un bon pain, j'imagine. Exact, toujours. C'est essentiel. Alors là, moi j'aime bien le faire à la mandoline, comme ça on les fait c'est très très fin, mais ça reste croquant. Je prends un peu de fenouil que je mets dans un bol. Je fais pareil avec les radis. Je les ajoute. Donc là, c'est que du cru, que de la fibre. Du cru. Donc du coup, ça va vraiment préserver les fibres. De l'huile d'olive, une très bonne huile, toujours aussi. Quelques graines de tournesol. Et puis, on mélange et on va ajouter un petit peu de citron bio quand même aussi. Plein de vitamines C. Plein de vitamines, ça amène du peps, ça garde les légumes aussi bien croquants. Et puis là, j'ai mis du cerfeuil. Vous pouvez aussi varier, comme toujours, les herbes et mettre de la menthe, mettre du basilic, vraiment ce qui vous fait plaisir. Je mets juste un petit peu quand même de ricotta sur la tartine, ce qui est très bon aussi, je pense, avec un petit peu de 5B. Et puis, on ajoute le mélange par-dessus qui aura bien assaisonné, etc. C'est très bon en entrée. Vous pouvez les faire en plus petit pour un apéritif. Et ça fait vraiment du bien à notre microbiote. On est en pleine forme. Et ben là, voilà. Ça rejoint ce que disait le docteur Bérébi, c'est-à-dire que là, pam, 10 ans d'espérance de vie. Quand on change d'alimentation, on sait que l'état général va s'améliorer vite, l'humeur, l'énergie, etc., d'une part. Et puis sur le microbiote, on constate très vite, au bout de quelques jours ou semaines, on voit une amélioration du microbiote lorsqu'on a une alimentation à dominance végétale. Quelle embellie. Sarah. Oui, ça parle beaucoup dans le public. On a une question de Kevin pour le docteur Bérébi. Oui, bonjour. Alors, moi, docteur, je fais déjà attention à ce que je mange. Parfait. Mais par contre, ça m'arrive quand je travaille donc de rentrer tard le soir et du coup de manger assez tard, être décalé. Est-ce que pour le microbiote, c'est l'heure du dîner, c'est aussi important que ce qu'on a dans l'assiette? Ah oui, le rythme. Oui, c'est important, bien sûr, moins que de manger végétal, mais c'est important quand même, puisqu'il y a ce qu'on appelle le jet lag social du microbiote. C'est-à-dire que le microbiote, il a besoin, dans la journée, il va travailler, il va absorber les nutriments, etc. Il va faire des réparations standards. Et dans la nuit, les bactéries vont fabriquer des substances anti-inflammatoires et anticancéreuses, que j'appelle substances magiques, qui sont comme le butyrate, par exemple. Et donc, plus vous laissez du temps au microbiote pour le faire, plus vous allez fabriquer ces fameuses substances. Donc, si vous dormez tard ou que vous avez un repas riche ou alcoolisé, à ce moment-là, l'idée, c'est de sauter absolument le petit déjeuner, de ne recommencer à manger que le lendemain à 13h, comme ça fait 12 heures, donc ça permet de rétablir. Et vous pouvez aussi associer une cure de champignons, puisque les champignons en gélules, c'est riche en bêta-glucane, et ça va régénérer le microbiote. Moi, j'avais une petite question, docteur Bérébi. Est-ce que vous conseillez l'usage des prébiotiques et des probiotiques pour la santé de notre microbiote? Oui, alors, question importante et fréquente, effectivement. Alors, les prébiotiques, on va les avoir dans l'alimentation, en fait. Hein. Donc, ça veut dire les légumes, les fruits, les légumineuses, les graines. Il ne faut pas oublier les graines de lin, graines de chia, les oléagineux type noix du Brésil, amandes. Donc les prébiotiques, si on consomme ce qu'il faut, on en a. J'ajoute quand même les champignons, ça c'est très intéressant, type reishi, et qui existent aujourd'hui en gélule. Moi, c'est les seuls que je prends en termes de prébiotiques, c'est les supplémentations en gélule de bêta-glucane. Ça, c'est une chose. Maintenant, les probiotiques, la médecine microbiotique, elle fonctionne par souche, c'est-à-dire que je vais donner telle ou telle souche selon la pathologie que le patient a. Intestin irritable, prise de poids, etc. En revanche, si vous n'avez rien, ce n'est pas la peine d'en prendre d'une façon permanente. On va en prendre que dans 2 cas de figure, si on n'a aucun problème, c'est en cas de prise d'antibiotiques. Ça, c'est oublié 9 fois sur 10, donc ultralevure pendant toute la cure d'antibiotiques. Et deuxième situation, j'en prescris au début de l'hiver, de l'automne, septembre-octobre. Et là, je donne une cure de 2 mois d'un probiotique qui booste l'immunité. Voilà, en revanche, si on a des problèmes, on consulte et on demande conseil, parce qu'effectivement, vous l'avez fort bien dit,
c'est pas les mêmes probiotiques en fonction des personnes. C'est ce que disait Abigail aussi, c'est que en fait, notre microbiote, c'est comme une empreinte digitale, elle est unique, elle est propre à nous. Donc ça implique qu'on teste aussi les aliments qui nous vont pas, etc. Tout à fait. Merci Sarah pour cette question vraiment qui a fait avancer le débat. Docteur William Bérébi, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairés. Je rappelle votre livre « Vivez 100 ans grâce à votre microbiote » chez HarperCollins. Docteur, si par hasard vous avez besoin de quelqu'un pour une greffe fécale, n'hésitez pas, je suis votre homme. Merci Abigail Déby pour votre éclairage. J'en rêve, hein, vous avez bien compris, mais bon, malheureusement, je ne trouve pas de donneur. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à la petite Sarou. Merci Arnaud, avec qui dans le public. Merci à Héloïse. Et vous avez vu qu'avec quelques tout petits efforts, on arrive quand même à soigner son microbiote. Et on fait déjà beaucoup pour mieux vieillir. On se retrouve dès demain à 9h55 dans Bel et bien ensemble. Bonne journée sur France 2.